Nous vendre une histoire entre la Bloodline et les MFTs en 2026, c'est vraiment vouloir la mort de la WWE. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Clash in Italy 2026. Et bien sûr, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, j'en demande 300 minimum pour ce récap. Et dans le premier match de la soirée, on retrouve Cody Rhodes qui défend son titre de champion WWE face à Gunther. On a une excellente ambiance, on a un décor qui est classique, basique, on s'est pas trop emmerdé du côté de la WWE. C'est un combat qui va durer 11 minutes et ma note pour ce combat est de 3,5 sur 5. Alors je sais que certains iront encore plus bas que moi, et je peux le comprendre vu le finish du combat, mais je dois dire que j'ai apprécié les 11 minutes, on va dire les 10 minutes 25, les 10 minutes 30 de ce combat, parce que c'était plaisant, c'était du bon catch. Et les deux m'avaient donné envie de voir ce match avec leur dernière promo du côté de SmackDown. C'était une promo qui, franchement, était de très très bonne qualité, du coup, t'avais envie de voir ce combat. En tout cas, de mon côté, j'avais très très envie. Le truc, c'est que très rapidement dans le match, au bout de 2-3 minutes, je me dis aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est un match qui ne va pas durer. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, si vous regardez pas mal de catch, vous savez quand un match va durer ou non, quand le rythme est aussi élevé, quand au bout de 5-6 minutes il y a un crossroads, quand au bout de 5-6 minutes il y a une powerbomb portée par Gunther, je me dis bon, ça va pas durer et je me suis pas trompé, malheureusement. Et là, j'avoue qu'au bout de 5-6 minutes, je prends du plaisir parce que l'alchimie elle est bonne. Les deux se sont en plus affrontés en live event il y a quelques jours, donc ils ont pu parfaire leur alchimie. Ça, c'est une bonne nouvelle, la WWE va repartir en tournée. Ça, c'est une très très bonne chose pour les catcheurs. Mais du coup, ouais, je prends du plaisir devant le match tout en ayant une arrière-pensée qui me dit attention, ça va pas durer, ça va pas durer, ça va pas durer, ça peut m'embêter parce qu'un Cody contre Gunther, j'aimerais que ça dure 20 minutes. Le truc, c'est que ça va pas être le cas, alors on a des bons contres, je pense notamment au contre sur le Super Cody Cutter où Gunther va reprendre en l'air un Cody pour lui porter son slipper, et là ça commence à s'emballer et tu te dis ok, c'est cool, sauf qu'au moment où ça s'emballe, le match s'arrête. Le match s'arrête au moment où c'était vraiment excellent, avec un Cody Rhodes qui va réussir à porter son Cody Cutter, son Crossroads, qui va faire un tombé, et là c'est le drame du match. Parce que Gunther va avoir un pied sous la corde. Je dis bien sous la corde, il n'a pas un pied sur la corde, mais sous la corde, ce qui fait que normalement tu dois arrêter le tombé. L'arbitre ne le voit pas, et ça fait 3. Et personnellement, à ce moment-là, vu la position de Gunther, je sais que Gunther doit mettre son pied sur la corde, ou alors l'arbitre doit arrêter le tombé. Parce que dans les règles du catch, et puis dans tous les matchs qu'on a vus, etc., quand tu es dans cette position, c'est qu'il va y avoir un faux finish. Eh bien pas du tout. Pas du tout, ils vont décider que l'arbitre s'est trompé. Donc ça fait 3. Cody Rhodes remporte ce combat en 11 minutes. On voit un Gunther qui est dépité après le match, qui s'en prend à l'arbitre. On a Cody Rhodes d'ailleurs après le match qui va dire que ouais, peut-être que Gunther mérite un rematch. C'est une fin de merde. C'est une fin de merde parce que je pense pas que ce soit un botch. Je ne pense pas. Je pense que c'était voulu parce qu'ils veulent un rematch. Ils veulent pas voir quelqu'un perdre très très clean ce combat parce qu'ils voulaient un autre match entre les deux. Mais c'est tout le problème de la compagnie. C'est tout le problème de la WWE qui te dit à chaque fois le match prochain il sera important. Mais celui-ci c'est pas grave, on vous tease le prochain. Celui-là c'est pas grave, on vous fait une fin de merde parce que c'est le prochain match qui va compter. C'est le prochain match qui est important. C'est pas comme ça que cela fonctionne, et surtout, encore une fois, un finish de merde pour Cody Rhodes. Et j'ai vraiment l'impression que la WWE essaye de saboter Cody Rhodes. Regardez tous les finishes de merde qu'a Cody Rhodes depuis 1 an, 2 ans. C'est une folie, une folie. Et après, tu t'étonnes que les fans se retournent à moitié contre lui. Je dis à moitié parce que là, le public de Clash in Italy était exceptionnel et était à fond derrière Cody. Mais, à un moment donné, tu pourras pas en vouloir aux fans de ne plus en pouvoir de Cody Rhodes parce que tu fais que des finishes de merde avec lui. Et encore une fois, je ne sais pas s'ils font exprès. Je me demande s'ils font exprès. Il y a quelqu'un dans les bookers, dans les officiels qui déteste Cody. Ce n'est pas possible parce que tout est fait pour que les fans se retournent contre lui. Donc je n'arrive pas à comprendre. C'est complètement stupide. Et du coup, le plaisir que j'ai pris quand même devant le match, parce que 3,5 alors que le finish est pas bon, ouais, c'est que j'ai pris du plaisir, il est quand même gâché par cette fin qui est catastrophique. On enchaîne avec Rhea Ripley qui défend son titre de championne WWE face à Jade Cargill, rematch de WrestleMania. C'est un combat qui va durer 17 minutes et ma note pour ce combat est de 3,75 sur 5. J'avais des craintes concernant ce match parce que c'est un rematch de Mania et à Mania, c'était bon. C'était un vrai bon match, mais dans une physionomie très particulière. C'était vraiment un sprint avec des grosses prises dans tous les sens. C'était pas un match très très long. Et là, clairement, c'est totalement l'inverse. On est sur un match de 17 minutes. Je me demande si ce n'est pas d'ailleurs le plus long match de Jade Cargill du côté de la WWE, en tout cas dans un match 1 contre 1, parce que je me souviens pas de voir Jade Cargill dans un match aussi long à la WWE. Mais du coup, c'est un match qui est totalement différent de leur match du côté de Mania.
C'est pour ça que je mets quelques minutes à rentrer dans le match. Mais il y a une chose qui est quand même à noter, c'est que Jade Cargill a une alchimie avec Rhea Ripley. Et ça, déjà, il faut le notifier parce que c'est pas le cas avec beaucoup de personnes. On n'a pas vu Jade Cargill avoir ce genre de match assez long et de qualité avec d'autres catcheuses. J'en ai pas vraiment en tête, là, franchement. Mais du coup, ouais, tu vois que Rhea Ripley et Jade Cargill, ça fonctionne. Alors, je dirais pas que c'est excellent non plus parce que je sais que j'ai vu pas mal de tweets nous dire que l'alchimie, elle est incroyable et tout entre les deux. J'irai pas jusque-là, j'ai quand même vu pas mal d'approximations. Je vois quand même une Jade Cargill qui, à 2-3 moments, est un peu perdue. Je vais pas vous mentir, si tu regardes dans les détails, il y a quand même 2-3 petites choses qui me dérangent. Dès le début du match, d'ailleurs, il y a une Rhea Ripley qui fait sa Swanton Bomb à l'extérieur du ring et Cargill doit la contrer, mais elle arrive pas bien à la prendre. Alors, est-ce que c'est de la faute de Ripley ou de Cargill? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était pas très beau. Heureusement, Cargill se rattrape bien derrière et d'ailleurs, elle projecte Rhea Ripley sur la deuxième corde et lui met un énorme coup de genou. J'ai adoré ce moment-là. Mais du coup, on va avoir une physionomie de match totalement différente avec une Cargill qui va dominer pendant de longues minutes. La domination est pas horrible, elle est pas incroyable non plus, je dirais qu'elle est correcte. Et quant à ce genre de domination, il faut que la deuxième partie du match, ça part en cacahuète. Il faut que ça aille à 2000 à l'heure. Et c'est totalement le cas. C'est très plaisant en deuxième partie du match parce qu'on lâche les chevaux. On a une Rhea Ripley qui fait son comeback, qui est excellente comme toujours. Très over Rhea Ripley, c'est dingue en Italie. Et bien, comme on pouvait s'en douter, ça va se jouer à l'extérieur du ring avec Michin Bifab, avec Charlotte Flair, Alexa Bliss. On est obligé de revenir sur le moment très gênant de ce match où Bifab n'a qu'une seule chose à faire, c'est de mettre le pied dans la corde de Jade Cargill. Et elle n'arrive pas à le faire et ça fait 3. Là, on a un problème avec l'arbitre, on se dit oula, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, allez, on fait comme si de rien n'était. C'est pas beau. Alors, si on regarde bien le ralenti, Jade Cargill bouge un peu sa jambe quand même au moment où, Bifab veut poser la jambe sur la corde. Donc, c'est pas hyper malin des deux. Je trouve que c'est de la faute des deux parce que bon, Bifab, elle doit faire mieux. Jade Cargill, elle est un peu bête de bouger sa jambe. Du coup, ça donne un mauvais moment et peut-être que j'aurais mis 4 à ce match sans ce moment-là parce que ça m'a beaucoup gêné. Mais bref, Charlotte Flair et Alexa Bliss vont réussir à faire la différence. Je trouve que la fin de match est un poil longue justement avec ses interventions. Je trouve qu'on s'en doutait tellement qu'on aurait pu raccourcir la chose. Finalement, Rhea Ripley va gagner ce combat sur le ring. Mais c'était fun. Franchement, par rapport à ce que j'attendais, par rapport aux craintes que j'avais, franchement, c'était pas si mal que ça. On passe à Brock Lesnar qui veut prendre sa revanche de WrestleMania face à Oba Femi. C'est un combat qui va durer 6 minutes et ma note pour ce combat est de 3 sur 5. Oui, 3 sur 5. Alors ambiance dingue encore une fois, je peux le dire à chaque match ou presque, on y reviendra après. Mais l'ambiance est dingue en Italie, on a un public qui joue parfaitement son rôle. Et justement, clairement, le public a fait en sorte que je mets 3 à ce match. Sinon, j'aurais pu mettre une note bien plus basse parce que c'est typiquement le genre de match que je n'aime pas. Autant du côté de Mania, j'avais trouvé ça fun, le match entre les deux. Je trouve que ça bougeait bien, c'était un sprint, encore une fois, c'était un match très rapide. Mais là, c'est juste un enchaînement de finish. Pendant 6 minutes, c'est finish. Et j'aime pas ça, c'est pas le type de combat que j'aime, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Alors oui, on te dira que Oba Femi, paraît costaud, paraît solide parce qu'il se relève de 6 F5, ok. Mais le truc c'est que moi je m'en foutais du résultat du match parce que je savais qu'Oba Femi allait perdre. Oui, je savais qu'Oba Femi allait perdre, sinon ce match n'aurait pas eu lieu. Il n'aurait pas fait ce combat si Oba Femi gagnait ce match. Ça n'avait aucun intérêt. Donc je savais qu'Oba Femi allait perdre, donc qu'il se relève de 28 F5 ou de 2 ou de 32, je m'en fiche totalement. Je voulais un match qui était plaisant. Mais clairement, c'est pas du tout le genre de match que j'aime. Les 28 finishes qu'on a pu voir des deux côtés, un Oba Femi qui se relève. Alors oui, comme je l'ai dit, c'est le public qui fait que je reste dans le match parce que le public est électrique, va chanter des This is awesome et comme un dingue sur chaque finish, sur chaque 2,99 de Oba Femi. Du coup, je suis quand même un minimum investi, du coup, je peux pas mettre une note en dessous de la moyenne parce que honnêtement, mon ressenti personnel devant le match n'était pas horrible non plus. C'est pour ça que je vais quand même au-dessus de la moyenne. Maintenant, ouais, c'est pas le genre de match que j'aime et le match va se terminer avec un 7ème F5 de Brock Lesnar qui va remporter ce combat. Oui, on s'y attendait, on aura donc un 3ème match entre les deux. Est-ce que ça aura lieu du côté de SummerSlam? Peut-être pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est une victoire qui affaiblit Oba Femi? Non, comme on l'a dit, il y a 7 F5, il y a une construction de Brock Lesnar, ça reste Brock Lesnar. Bon, c'est pas un truc qui me dérange de voir Oba Femi perdre, c'est plutôt la qualité du match, c'est plutôt le format du match qui me dérange. On passe à Becky Lynch qui défend son titre de championne intercontinentale face à Sol Ruka, revanche de Saturday Night Main Event. C'est un combat qui va durer une quinzaine de minutes. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. Petit spoiler, c'est mon match préféré de la soirée. Alors, je préfère le dire, c'est très subjectif et c'est parce que j'adore Sol Ruka, j'adore Becky Lynch et surtout, c'est un match qui tente des choses. C'est pas un match simple, entre guillemets. Et c'est un match qui a une position très difficile, et c'est pour ça aussi je pense que je rehausse la note, c'est que le public n'est pas investi de base. Le public n'est pas comme un dingue au début, en tout cas, pas comme un dingue comme sur les autres matchs. On a un public qui
est là, est présent et franchement, il est correct. Mais par rapport aux autres matchs, il n'est pas autant investi, il n'est pas aussi impliqué dans ce combat. Et c'est pour cela que c'est plus dur pour elles, pour les femmes là, de faire en sorte que le public va s'investir. Et je trouve qu'au final, elles vont y arriver. Elles vont réussir à faire en sorte que le public, à la fin, se lève pour Sol Ruka, pour Becky Lynch, parce que le match est de vraie qualité. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais ça c'est un truc que je vais redire assez souvent avec Sol Ruka, tout n'est pas parfait, mais désolé, quand je vois une catcheuse, un catcheur qui prend autant de risques, parce que des catcheurs qui prennent autant de risques, il n'y en a pas énormément. Regardez simplement ce Clash in Italy, des catcheurs qui prennent autant de risques que Sol Ruka, il n'y en a pas, il y en a tout simplement pas. Donc j'estime qu'on n'est pas obligé d'être sur la perfection totale. Quand on prend autant de risques, je pense que mon plaisir, il est plus grand que cela, que finalement l'exécution parfaite n'est pas obligatoire à 100%, parce que quand je vois des prises de risque, quand je vois le Sasuke Special qui n'est pas parfait mais qui est tenté, quand je vois des Moonsault à l'extérieur, quand je vois cette close line qui est portée en faisant une rotation, quand je vois ce genre de prise de la part de Sol Ruka, un X-Factor du haut de la 3ème corde, et désolé mais je suis indulgent parce qu'il y a une prise de risque, il y a des moves qui sont tentés qui ne sont pas tentés par beaucoup de personnes. J'aime le travail de Becky Lynch encore une fois, même si j'ai un problème sur le match. Ça c'est un truc qui me dérange depuis quelques semaines, c'est le fait que la rivalité entre Becky Lynch et l'arbitre Jessica Carr prend beaucoup de place, beaucoup de place, et dans ce match aussi, encore une fois, à 2-3 reprises, ça va jouer sur le combat, et ça me dérange parce que je trouve ça fun, mais d'un côté, c'est un match pour le titre, t'as Sol Ruka à mettre en avant, et je trouve que c'est presque dommage que ça prenne autant de place dans le match, la rivalité Jessica Carr-Becky Lynch. Du coup, je trouve que c'est trop prépondérant, c'est trop important dans le match par rapport à l'importance du combat, par rapport au fait que c'est un match pour un titre. Donc ça me dérange un peu. Maintenant, Becky Lynch, comme on le sait, elle sait mettre en avant les jeunes superstars, des superstars qui sont plus flashy qu'elle. C'est totalement ce qu'elle va faire. Il y a 2-3 comptes qui sont très cool. Le contre du Soul Snatcher en armbar était excellent au début du match. Et on a une Sol Ruka qui clairement prend plus de temps pour porter ses prises. Et là encore une fois, on sent qu'il y a plus de stress, plus de pression pour Sol Ruka, mais tu sens qu'il y a une demi-seconde en plus pour porter le Soul Snatcher, pour porter une telle prise, parce que tu sens qu'elle veut que ce soit parfait, en tout cas qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne glisse pas. Tu sens qu'il y a un peu plus de stress, c'est des choses qu'on voyait pas du tout à NXT, c'est ça qui est dingue, pour ceux qui regardaient NXT, pour ceux qui regardaient Sol Ruka à NXT, c'est des choses qu'on ne voyait pas à NXT, tu vois la pression du roster principal, et on peut imaginer qu'avec les répétitions, ça va aller mieux pour Ruka, mais Ruka donc va réussir à s'en sortir avec un superbe Soul Snatcher, cette fois-ci il est réussi, pas de problème, victoire de Sol Ruka qui devient la nouvelle championne intercontinentale, j'en suis ravi. J'avais pronostiqué une victoire de Becky Lynch parce que selon moi Becky Lynch aide ce titre intercontinental, et j'ai peur que avec Sol Ruka championne, malheureusement ce titre ne soit pas défendu en PLE, c'est ma crainte, mais je suis ravi pour elle, c'est son premier titre dans le roster principal, le premier d'une longue lignée, j'en suis persuadé, donc ouais, je suis vraiment content pour elle, et pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Et dans le main event, Roman Reigns défend son titre de champion du monde poids lourd face à Jacob Fatu dans un Tribal Combat. C'est un combat qui va durer plus de 25 minutes. Ma note pour ce combat est de 3,25 sur 5. Déception de mon côté. Vraie déception parce que j'avais aimé leur match du côté de Backlash. Si je dis pas de bêtises, j'avais mis 4,25. C'était un match très plaisant, on voyait un Roman Reigns qui avait vraiment envie de travailler avec Jacob Fatu. On avait un Jacob Fatu qui se révélait, on va dire, dans un gros main event, dans un gros match. C'était vraiment plaisant. Donc j'attendais un minimum ce niveau-là. J'attendais ce niveau minimum. Et je l'ai pas eu du tout, j'ai été très déçu. Déjà, le problème de ce match, c'est le Tribal Combat. Parce que le Tribal Combat, ça te fait dire que le match va être plus personnel. Et surtout, c'est un match sans disqualification. Donc tu attends un minimum de violence. Bon, on est à la WWE et la violence, elle n'est pas présente. Ou en tout cas très rarement. Et dans ce match-ci, on a vraiment rien de violent, et donc déjà ça me dérange. Et je vais faire une comparaison qui franchement n'a peut-être pas lieu d'être, mais j'ai regardé ce qu'il s'est passé entre El Grande Americano et OG El Grande Americano du côté de la Triple A ce week-end. Quand tu vois le côté personnel de l'histoire, quand tu vois le sang de partout, la violence, et quand tu vois ce match-ci, ouais, ça fait très soft, très soft. Du coup, déjà, ça me dérange. Et surtout, il y a un truc, et c'est le truc qui me dérange le plus, c'est le rythme du match. Le rythme du match, il est dur. Alors oui, je l'ai déjà dit, des matchs à rythme lent, c'est pas forcément un truc qui va me déranger. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que quand t'as un match à rythme lent, il faut que t'as des phases où ça s'accélère. T'as des phases intenses, des phases électriques. J'ai très peu de phases électriques dans ce match. Ou alors, dès qu'il y en a une, on se pose encore pendant 5 minutes derrière. Dès que ça accélère, je pense à un comeback de Jacob Fatu qui revient dans le match, qui est bien,
et bim, il prend un coup, et là, 5 minutes, Roman Reigns va être dans le trash talking, parce que ça, pour le coup, il le fait bien. Alors Reigns, pour le coup, il va beaucoup parler dans ce match, mais c'est aussi un signe que le rythme est tellement lent qu'il a le temps de parler, il a le temps de parler à la caméra, il a le temps de parler à Jacob Fatu. Bref, je trouve qu'on prend tellement son temps que c'est d'une longueur sans nom et je prends vraiment pas beaucoup de plaisir. Alors encore une fois, le public est tellement investi que j'arrive pas à décrocher du match parce que le public te met dedans à certains moments. Mais c'est dur, c'est dur. J'aime bien les moments où Roman Reigns travaille la main de Jacob Fatu avec cette caisse à outils. J'aime bien, il y a un côté un peu plus violent à ce moment-là, c'est un côté qui est fun, qui est cool. Mais c'est trop peu dans le match. Il n'y a pas de prise marquante à part le spear à travers la barricade, mais on le voit à chaque fois. Le spear à travers la table, on le voit à chaque fois. Donc ouais, je suis pas comme un dingue devant le match, vous l'avez compris, 3,25, c'est au-dessus de la moyenne. Mais voilà, j'en attendais tellement mieux et finalement Roman Reigns va remporter ce match avec un low blow sur un tombé de Jacob Fatu. Il va porter un coup dans les parties à Fatu pour enchaîner un spear dans la table puis un autre spear pour remporter ce combat. Pas de surprise dans ce match, victoire de Roman Reigns assez basique et surtout on a les Usos qui vont venir sur le ring après parce que c'est officiel. Jacob Fatu va devoir reconnaître Roman Reigns en tant que chef de tribu et on voit un Jacob Fatu qui est déjà presque le chien finalement de la Bloodline parce qu'on voit les Usos qui quittent le ring et bien Jey Uso va dire à Jacob Fatu de les suivre. Donc ouais, c'est vraiment leur chien. Mais surtout, le moment clé de ce show, le moment clé de ce main event, c'est qu'on va voir les MST, ou plutôt les MFTs, appelez-les comme vous voulez. Solo Sikoa, avec ses amis qui sont présents au premier rang, est un Roman Reigns qui leur dit « Vous êtes les prochains, vous êtes les prochains. » Non, non. Non, s'il vous plaît, pas de MFTs face à Bloodline en 2026. S'il vous plaît. Franchement, qui ça intéresse? Dites-moi ça en commentaire de cette vidéo parce que je vais vraiment vous juger. Oui, désolé, mais si vous me dites que vous êtes intéressé par cela, je suis obligé de vous juger parce que tu sens qu'on va nous faire une histoire de Jacob Fatu qui va devoir reconnaître Roman Reigns, mais un Solo Sikoa qui va dire non, Jacob Fatu est à moi. Je sens qu'il va y avoir une connerie de ce genre et on en saura plus, j'imagine, ce soir du côté de Raw. Mais quelle merde. Si on a vraiment un truc comme ça, si on a vraiment MFTs face à Bloodline en 2026, on est vraiment sur un booking catastrophique, mais vraiment catastrophique. On voit que la WWE essaye de ramener la gloire du passé de la Bloodline, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas simplement en remettant les mêmes personnes que ça va recréer la même magie. Non, ça ne va pas fonctionner. Bilan de Clash in Italy, de mon côté, on sera sur un 6 sur 10. Il n'y a pas de catastrophe selon moi, mais il n'y a pas de match extraordinaire. Il y a des matchs sympas, mais ça va jamais plus loin. Donc ouais, un poil déçu quand même. J'avais quelques attentes sur quelques matchs. J'avais quand même des attentes notamment sur le main event qui m'a pas mal déçu. Alors je suis ravi de voir une Sol Ruka par exemple devenir championne intercontinentale. Mais je trouve que le rythme du show, encore une fois, n'est pas bon. T'as 5 matchs, ça dure 3 heures. 5 matchs, 3 heures. C'est beaucoup trop long par rapport au match que t'as. Je crois que entre le match de Sol Ruka et Becky Lynch et le main event, t'as 25 minutes d'attente. 25 minutes. Bref, le rythme encore une fois dans les shows WWE est pas très bon alors que du côté de Backlash, si je dis pas de bêtises, c'était un peu mieux. Là, je n'ai pas trouvé ça dingue en termes de rythme. Je mets quand même une mention très honorable, même plus que ça en vérité, au public de Turin qui a été fantastique de A à Z. Ils n'ont pas vraiment été dingues sur le Becky Lynch face à Sol Ruka, mais globalement, ils ont vraiment répondu présent et ça fait plaisir d'avoir un public européen qui est à ce niveau-là. C'est un public qui répond au public de l'Espagne, c'est un public qui répond à tous les autres publics européens. Donc ouais, ça c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose et c'est le point positif, le gros point positif à retenir de ce show. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour un récap d'Euro très important et intéressant, vu ce qu'il va se passer autour de Roman Reigns et de Jacob Fatu. Bref, on se dit à demain. Salut